Aujourd'hui, quatrième partie de notre tuto réservé au P5 de chez Clover Frames. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé du 11 novembre et que vous vous êtes bien reposé. Alors aujourd'hui, on va attaquer la quatrième partie de notre tuto sur le P5 de chez Clover Frames. Donc dans cette partie, on va installer Betaflight donc 4.1 et puis on va s'occuper du RPM filter. Donc je vais vous montrer tout ça et puis aussi je vais vous montrer comment accéder à l'AFC sur ce drone parce que comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si ça va faire la mise au point, voilà, on a donc des petites plaques donc de chaque côté qui protègent notre flight controller. Donc du coup pour l'instant on ne peut pas y accéder par le port USB. Donc je vais vous montrer à l'atelier en premier comment accéder donc à la prise USB. Et puis après, on s'occupe de Betaflight et de tous ces réglages. A tout de suite. Comme on va mettre Betaflight à jour et puis aussi le SC, il va falloir qu'on accède au port USB de notre flight controller. Alors il faudra aussi y accéder par la suite quand on fera les réglages des PIDs. Alors c'est un petit peu compliqué effectivement parce qu'on ne branche pas directement le port USB au flight controller. Il y a un tout petit peu de démontage, mais franchement ça prend 40 secondes. Et je trouve que l'investissement est pas mal parce que d'un autre côté, ça protège vraiment le flight controller. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ces petites pièces donc, qui sont imprimées en 3D de chaque côté. Donc ça le protège vraiment bien et puis ça évite surtout d'en mettre partout dessus parce que en général, les circuits sont dans l'herbe et puis quand on se crache, on met de l'herbe partout. Moi qui fais du freestyle, c'est vrai que mes drones ressemblent plus à une tondeuse après avoir tondu 1500 m² de terrain qu'à un drone parce que je me plante souvent dans l'herbe et j'en mets partout. Donc la couleur d'origine est carbone et quand j'ai fini mes vols en général ça tire un peu plus sur le vert. Bon, donc sur ce drone, alors on m'a dit aussi, j'ai eu des petits commentaires où on m'a dit oui mais ce genre de protection, est-ce que l'AFC ne risque-t-elle pas de chauffer? Alors effectivement, vous avez moins de flux d'air qui va passer par le flight controller, mais je me dis dans un autre sens que d'une, il est protégé, et puis de deux, ici, vous avez des petites ouvertures, donc à cet endroit-là, et puis il y a les mêmes à l'arrière, donc ça permet quand même de canaliser un peu le flux d'air justement à l'intérieur de ce compartiment et d'avoir un peu de refroidissement, quoi qu'il arrive. On est en hiver, donc je ne pourrais pas vous faire un retour tout de suite, mais on verra cet été comment ça se passe au niveau des vols. Alors, on va revenir à l'accès de notre flight controller, donc du port USB du flight controller. Donc pour ça, c'est très simple. Vous avez juste deux vis. Donc il y en a une à enlever et puis il y en a une qu'il faut juste dévisser un petit peu. Donc la première, c'est celle qui est la plus au centre, en fait, qui est la plus au centre du châssis, qu'il va falloir complètement retirer. Donc c'est une vis et puis un écrou. Donc c'est du 2 mm. Et puis de ce côté-là, c'est du 2,5. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez une petite manette ici que vous allez pousser. Alors je trouve que le système est vraiment ingénieux, surtout pour quelqu'un qui a conçu ça tout seul. Moi franchement, j'y aurais jamais pensé. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis vous allez pousser donc sur cette petite manette, donc tout doucement. Et puis vous voyez, ça va faire remonter donc cette impression 3D. Il suffit ensuite de tirer un petit peu dessus et le port USB est là. Donc on va laisser ça comme ça. On va brancher le port USB et puis on se retrouve tout de suite sur Betaflight. Alors nous voilà maintenant sur l'ordinateur. Donc avant d'installer Betaflight 4.1.0 et puis pour pouvoir bénéficier donc de l'option du RPM filter, il vous faut une version donc du Betaflight Configurator qui soit la 10.6.0 au minimum. Et pour BLLI, il faut que la version au minimum soit le BLLI 32 et la version la 32.7 au minimum. Donc sur ce quad, on a donc un ESC qui va fonctionner en BLLI 32. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous avez un drone qui fonctionne en BLLI S, je sais qu'il y a une possibilité
d'activer le RPM filter. Nativement, c'est pas possible, mais il y a une personne qui a travaillé sur un programme et il est possible de le faire. J'avais vu ça dans une vidéo de Joshua Bardwell. Donc j'essaierai de retrouver le lien pour les gens qui ont un BLI S avec la possibilité donc d'activer le RPM filter. Alors je sais que c'est payant, je crois que ça coûte à peu près 5 $ par ESC. Donc si vous avez un ESC 4 en 1, donc c'est à peu près 1 € par ESC si vous avez un ESC pour chaque moteur. Donc voilà, c'est pas très cher et ça vaut peut-être le coup de le faire en tout cas. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est brancher notre drone au port USB. Donc je fais ça tout de suite et en live. Voilà, c'est connecté et ça connecte. Alors on voit qu'il est complètement à l'envers parce que le flight controller est monté à l'envers. Donc ça, on va s'occuper de le régler un petit peu après. Mais ce qu'on va faire pour commencer, d'abord, c'est installer donc BLLI 32 et puis on va installer Betaflight 4.1. Donc on va voir les dernières versions qui sont mises à jour et qui sont disponibles. Alors pour ça, il faut qu'on vérifie donc la version donc du software qui est installé sur le flight controller. Donc pour ça, vous allez dans le CLI et vous tapez tout simplement version. Et donc là, c'est une CL Racing F7 CLR F7. Donc je vais noter ça quand même. Donc CL F7. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est directement le mettre en mode bootloader. Et pour ça, vous avez juste à taper BL. Et il va se mettre en bootloader. Vous voyez qu'ici, en fait, vous avez le DFU qui apparaît. Donc ça veut dire qu'il est en bootloader et qu'on peut mettre à jour notre flight controller. Donc pour ça, maintenant, on va aller sur le firmware flasher. Alors excusez-moi, j'ai juste coupé le son pour éviter d'avoir les alertes et d'être embêté tout le temps. Donc là, on va sélectionner notre flight controller. Donc c'est le CL Racing F7. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Alors on a plusieurs versions. On a le Legacy et on a le RA. Et moi je pense que c'est le Legacy parce que c'est une version justement du CL Racing. Alors CLRA, je pense que ça doit être une version donc de cette carte qui est montée sur d'autres drones. Donc là on va sélectionner donc CL Racing F7 en Legacy. Et puis ensuite la dernière version qu'on a, c'est la 4.1.0. Alors on va vérifier quand même. 4.1.0 qui date du 16 octobre 2019. Donc on fait un full ship erase. On met pas de reboot sequence. On fait load firmware online. Voilà, donc maintenant le firmware est sur l'ordinateur. Il n'y a plus qu'à le transférer donc directement dans l'AFC. Donc là, vous appuyez sur Flash Firmware et puis vous attendez que ça se passe. Ça devrait aller relativement vite normalement. Je vais vous le laisser à vitesse réelle, comme ça vous verrez. Mais je crois que ça prend même pas 2 minutes à mon avis. Alors ça me laisse le temps aussi de vous expliquer ce que c'est que le RPM filter. En gros, alors très schématiquement, parce que je suis pas un spécialiste non plus, mais en gros sur un drone vous avez tout le temps des vibrations et ces vibrations elles interviennent à différents régimes moteurs. Alors au jour d'aujourd'hui, votre flight controller il pouvait pas savoir à quel régime moteur, enfin à quel régime tournaient les moteurs. Et du coup, il ne pouvait pas affiner ses calculs par rapport aux vibrations. Parce que, en gros, ce qu'il veut juste savoir, le flight controller, c'est les ordres que vous lui donnez. Et tout le reste, il ne veut pas s'en occuper. Donc tout ce qui est vibration parasite, en fait, il ne veut pas enfin, dans un monde idéal, on ne voudrait pas les avoir, toutes ces vibrations. Donc ce qu'ils ont fait, les développeurs de Betaflight, en gros, c'est qu'ils ont instauré le RPM filter. Et en gros, ce RPM filter, c'est un filtre qui réagit en fonction du régime de votre moteur. Donc à un régime donné, vous allez avoir différents filtres qui vont agir sur votre flight controller. Donc ça va encore améliorer les performances du flight controller. Donc voilà.
Alors là, on a mis à jour notre flight controller sans problème. Et puis maintenant, on va pouvoir donc le connecter. Alors, ici, il me met fail, mais il me dit que c'est bon. En gros, je pense qu'il faut aller sur la page d'accueil. Alors, peut-être qu'il faut le déconnecter et le reconnecter. Alors, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'il est toujours en mode... il est plus en mode DFU. On va le déconnecter. On va le reconnecter. Voilà. Donc là, on est bien reconnecté, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez fait la mise à jour, en fait, il faut l'éteindre et le rallumer, enfin déconnecter votre port USB et le remettre. Et puis, ça va refonctionner de nouveau. Alors la première chose qu'on va faire, c'est configurer les ports. Je pense que vous vous rappelez, je vous avais mis à l'époque... Alors, est-ce que c'est ça? Oui. Je vous avais mis à l'époque le plan donc, de la CL Racing. Et ce qui est très très intéressant en fait, c'est que là-dessus, vous allez pouvoir... Alors, on va zoomer un petit peu. Si vous l'avez connecté comme dans le tuto, en gros, vous n'avez juste qu'à suivre toutes ces infos. Donc, l'UART2, ça va être le Serial RX pour le Crossfire. L'UART3, ça va être le TBS Smart Audio ou bien l'IRC Tramp suivant donc le VTX que vous allez installer. Donc ça, je le rappelle, cette option vous l'activez pour pouvoir régler la puissance d'émission et puis le canal au travers de votre radiocommande. Donc c'est quand même relativement pratique. Donc je parle là du VTX. Ensuite, l'UART4, donc ça va être le Sensor Input au niveau des ESC. Donc c'est ce qu'on va activer aussi. Et puis l'UART 5 et 6, et ben ceux-là on va pas les utiliser. Donc en gros, nous on va s'occuper du Crossfire, du TBS Smart Audio et puis des ESC. Donc je vais mettre cette petite fenêtre sur le côté et puis on va tout de suite aller dans l'onglet port. Alors, on a dit que l'UART, c'était l'UART 2 pour le Crossfire. Donc là, en gros, on met Serial RX sur l'UART 2, on désélectionne l'UART 5. Il a l'air d'être mis comme ça d'origine, mais c'est pas comme ça que ça doit être fait pour nous. C'est parce qu'il est sélectionné. Alors, bon, moi je vois, je vous le remets un petit peu. Il est sélectionné d'origine pour un FrSky. Donc, si vous avez un récepteur FrSky, ce sera l'UART 5 qu'il faudra activer au niveau du Serial RX. Ensuite, donc, on va aller chercher l'UART 4 pour le SC. Donc ici, on reste sur la ligne de l'UART 4. On sélectionne ESC. Et puis ensuite, il va nous rester donc l'UART 3. Donc c'est le TBS Smart Audio. Donc ça se trouve ici. Donc c'est VTX TBS Smart Audio UART 3. L'UART 4 est bien sur le SC et puis l'UART 2 est bien en Serial RX. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il ne faut pas oublier avant de changer de page de faire Save and Reboot. Donc là il va sauvegarder, il va rebooter et voilà, nous revoilà sur notre page d'accueil. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire tout de suite effectivement, c'est mettre à jour notre BLLI. Alors pour mettre à jour le BLLI, il va falloir brancher une batterie sur le drone parce qu'il faut que le SC soit activé, enfin alimenté pour pouvoir le mettre à jour. Donc on va brancher une batterie. Alors là c'est un quad qui fonctionne en 6S normalement, mais si vous avez une batterie en 4S, il n'y a pas de souci, vous pouvez la brancher aussi. Voilà, faut juste pas dépasser les capacités en fait de votre SC et de votre flight controller. Alors. Voilà, on est bien branché. Donc avant ça, il faut quand même qu'on déconnecte de Betaflight parce que Betaflight et BLLI vont pas fonctionner en même temps. Et une fois que vous êtes sur BLLI, donc je vous mettrai le lien de téléchargement. Donc c'est la version, je vous ai dit 32.7. Vous appuyez sur Connect, donc il va se connecter. Alors il me réduit la fenêtre à chaque fois, je sais pas pourquoi. On va réessayer une fois.
Voilà, donc là il a trouvé donc tous les ESC, multiple ESC. Donc vous voyez, il est en 32.6. Donc il va falloir qu'on le mette à jour. Alors on aura peut-être besoin d'y revenir après, même certainement pour régler donc nos PWM et puis aussi régler le sens de rotation des moteurs. Il y aura peut-être besoin de le faire. Donc là on va faire pour l'instant Flash BLLI. Donc là il a cette révision là. Et la dernière, on lui demande la dernière version dispo. Donc c'est la révision 32.7. Donc c'est la bonne. Donc là, il suffit d'appuyer sur OK. Et il va tous les mettre à jour. Alors c'est pareil, ça demande un tout petit peu de temps. Mais ce qui est bien en fait, c'est qu'il va flasher les 4 ESC directement. On n'a plus besoin d'y revenir. Enfin, on n'a pas besoin de les flasher un par un. Donc ça c'est une version qu'ils ont améliorée je crois parce que il me semble qu'à l'époque il fallait les faire un par un. Donc là, pardon, là c'est un, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc il est en train de flasher le 1. Alors, tac, ok. Donc il me dit de faire attention. Alors, ok, donc là c'est le 2. Alors il me redemande à chaque fois malheureusement. Donc là on va faire le 2 et puis ainsi de suite jusqu'au 4e. Donc je vais peut-être passer la vidéo à l'accéléré, c'est pas la peine que vous voyez tout ça. Donc voilà, tous nos ESC sont flashés. Donc là vous pouvez vérifier que tout s'est bien passé. Si vous avez des petits 1 ici ou plus, c'est que c'est pas bon, donc c'est mieux de refaire un flash quand même. Donc là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc on va pouvoir quitter BLLI et puis on va couper aussi. Alors il est en train de faire le reboot et puis on va débrancher notre batterie du coup. Voilà, vous avez entendu. Hop là, c'était un peu violent. Voilà, donc ça c'est bon, c'est débranché, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, la première chose qu'on va faire, comme notre flight controller est monté à l'envers, on va tout de suite aller le retourner dans la configuration et puis vérifier qu'il soit dans le bon sens du coup. Donc ici, on a fait donc une rotation de 180 degrés sur l'axe de roll quand on l'a installé. Donc vous mettez 180 degrés, vous faites Save and Reboot. Et là, logiquement, il devrait se remettre à plat. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. Ok, donc là, c'est parfait. Et puis ensuite, on va rentrer dans vraiment la configuration en proprement parler. Donc ici, on va retourner le sens de rotation des hélices. Donc on va les faire tourner dans l'autre sens. Alors c'est une question de goût personnel. Pour moi, je sais pas, les gens en race, moi je suis pas assez fort en race, alors mettez-le dans les commentaires si vous voulez. Mais moi en tout cas, je sais pas si en race vous faites tourner vos hélices en sens inverse du sens normal. En tout cas, moi je le fais, donc on verra bien comment ça se passe. Ensuite, au niveau donc du Gyro Update Frequency, on va mettre 4K et 4K parce que en fait on utilise justement le RPM filter. C'est assez gourmand en ressources, donc c'est mieux de commencer avec du 4K 4K et puis de se mettre aussi en 10 shot 300 parce que comme je le disais, c'est vraiment gourmand en ressources, donc il faut mieux baisser d'un cran, pas mettre du 10 shot 1200 et puis du 8K 8K, ça risque d'être vraiment gourmand pour la carte. Donc là on va essayer comme ça et puis on verra. Alors c'est pareil, c'est dans une vidéo de Joshua Bardwell que j'ai vu ça. Donc en gros il vous dit de faire un save and reboot et puis ensuite ça va se reconnecter et puis dans le CLI vous avez une ligne de commande à taper pour voir un petit peu si ça rame pas trop en fait. Donc il faut taper alors task, mais ça ne fonctionne pas, c'est très bizarre. Alors on va réessayer.
il ne connaît pas cette commande. Ok. C'est task avec un S. Donc voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Donc en gros, il faut que vous regardiez que votre fréquence de rafraîchissement de votre gyro soit bien aux alentours de 4000, puisqu'on s'est mis en 4K 4K. Donc là, on est à 3988, donc c'est tout bon. Et puis l'usage du gyro, faut pas qu'il soit trop élevé. Alors là, on est à 24.8, donc c'est raisonnable. Ça va, tout va bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on va revenir donc sur notre configuration. Voilà. Tac, dans le menu configuration. Alors ici, on va mettre donc le bidirectional D-Shot. Alors qui demande que l'ISC firmware le supporte. Le nombre de pôles de votre moteur. Alors ça, c'est le nombre de magnettes, de petits aimants, en fait, qui sont installés sur votre moteur. Donc comptez-les, ou allez juste voir dans les caractéristiques de votre moteur. En général, c'est 14. Sur des plus petits moteurs, ça peut être moins. Mais en général, sur des drones 5 pouces et sur des moteurs qui sont standards, je vais dire, on est toujours sur du 14 pôles. Donc on peut laisser comme ça. Et puis ensuite, alors ça on a fait le Board and Sensor Alignment. Donc ça c'est suivant la façon dont vous installez votre flight controller sur votre drone. Donc vous pouvez très bien le mettre à 90 degrés à gauche par exemple. À ce moment-là, ce sera sur l'axe de yaw que ça variera. Ou bien vous pouvez le retourner complètement à l'envers aussi. Donc avec la tête vers l'arrière. Et là, donc ce sera un 180 degrés sur l'axe de pitch. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on l'a juste retourné donc sur l'axe de roll de 180 degrés. Donc c'est ce qu'on a indiqué ici. Alors ensuite, on peut mettre donc le nom de notre drone. On va mettre WindyFPV. Et puis ici, on va aller chercher donc notre récepteur. Donc on est bien en Serial Based Receiver. Sauf que là, on va aller chercher donc le Crossfire. Alors on va vérifier ensuite avec la radio si ton fonctionne bien, donc ce sera un petit peu après. Et puis après, ici, vous avez donc les autres paramètres que vous pouvez activer. Donc là, on va laisser comme ça, on va laisser le Air Mode, l'OSD, l'Anti-Gravity et puis le Dynamic Filter. On va essayer de rester dans la configuration de base de Betaflight, parce que le RPM Filter, pour moi, c'est un petit peu nouveau. Je connais pas du tout en fait, donc je préfère rester sur la config de base et puis améliorer au fur et à mesure. Après tout ça, on peut le laisser, c'est le beeper configuration. Moi, j'ai pas installé de beeper, c'est un drone de course. Donc en général, quand on fait de la course, c'est sur un circuit et on n'a pas trop de mal à retrouver son drone. Donc j'ai pas trouvé que le beeper était indispensable. Puis accessoirement, ça faisait gagner un tout petit peu de poids. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Donc voilà, on en a fini pour cette page. On a à peu près tout mis. Donc on va passer à la page suivante. Alors la page suivante, donc c'est Power and Battery. Alors c'est ici qu'on va déterminer d'où sont prises les informations pour pouvoir être affichées donc, dans l'ESC au niveau donc, du voltage de la batterie et puis de l'intensité donc, qui est consommée en instantané. Donc ces infos nous permettront d'être affichées dans l'OSD et puis d'avoir en direct, alors c'est du classique, hein, donc la tension de la batterie et puis l'ampérage qu'on a consommé. On peut les afficher ou pas si on le souhaite, mais ce qu'il faut dire en fait à Betaflight, c'est où on va aller chercher ces infos. Donc si vous vous rappelez bien, quand on est allé tout à l'heure au niveau de l'onglet port, on a réglé donc l'UART4 sur ESC. Donc c'est ici que va nous servir cette info, puisque là on va mettre ESC Sensor et ici on va mettre aussi ESC Sensor. Donc comme ça on aura toutes les infos donc, qui viennent de notre ESC. Donc c'est certainement un petit peu plus précis quand ça vient directement de l'ESC. Donc en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut afficher pour cette configuration. Et puis une fois que vous avez paramétré ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Save et c'est tout bon.
Alors il y a une correction que je voulais apporter au niveau de Power and Battery de cet onglet, puisque au départ je vous ai dit de sélectionner ESC Sensor. Alors normalement c'est une fonction qui marche correctement. Avec tous les autres drones que j'ai utilisés, ça marchait correctement puisqu'il allait chercher le voltage et l'intensité directement sur les ESC. Alors ici ça fonctionne aussi, j'ai une lecture, mais le problème c'est qu'au niveau de la tension de la batterie, j'ai 0,4 volts de plus, donc c'est juste énorme. Et puis au niveau de l'ampérage, quand les moteurs ne tournent pas, j'ai quand même 3 ampères, donc c'est pas du tout précis. Alors pour l'ampérage, on peut le corriger sur BLLI 32, mais pour le voltage, j'ai pas trouvé. Donc pour l'instant, je préfère rester sur Onboard ADC au lieu de me mettre sur ESC Sensor. Et puis on verra, peut-être qu'il y aura des patchs de Betaflight qui permettront d'améliorer ce petit défaut, parce que j'ai l'impression que ça vient du bidirectional D-Shot et puis du RPM filter qu'on a activé tout à l'heure, donc ce qui est une nouvelle fonction pour Betaflight. Donc c'est peut-être de là que ça vient et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas des infos qui sont très précises au niveau du voltage et puis de l'ampérage. Alors au niveau du pit tuning, on va laisser entièrement d'origine pour l'instant, on va laisser nos rates aussi d'origine, parce que je me dis que des rates à 660, là on n'est pas sur du freestyle. En freestyle, on peut atteindre parfois, alors Mr Steel il est quasiment à 1200 degrés je crois, il les a peut-être baissés, je ne sais pas, mais moi je suis aux alentours des 950 degrés. Pour la race, en fait, il faut des rates qui sont beaucoup moins prononcés, parce que vous allez plus travailler donc sur la précision de vos trajectoires et vous n'allez pas forcément avoir besoin d'envoyer des flips justement qui sont à 950 voire 1000 degrés par seconde. Donc on va laisser comme ça d'origine et puis on affinera, parce qu'il me semble qu'en race il y a même des gens qui ont des rates qui sont beaucoup moins élevés que ça, qui tournent autour parfois des 350-300 degrés. Donc là on laisse comme ça, ça permettra de prendre en main le drone correctement. Au niveau des filtres c'est pareil, on va absolument rien toucher, on va laisser d'origine et puis on va voir comment il se comporte dans un premier temps. Et puis voilà, on va voir comment ça fonctionne. Alors la page suivante, c'est la page Receiver. Donc sur cette page, c'est ici qu'on va paramétrer donc nos voix et puis voir un petit peu si tout fonctionne dans le bon sens. Donc là on va allumer la radio. Alors j'ai découvert quelque chose, c'est pas souvent sur les flight controllers que le récepteur est alimenté par l'intermédiaire du port USB. Alors là sur la CL Racing F7 c'est le cas, donc vous n'avez pas besoin de brancher une batterie pour faire vos essais de récepteur. Alors accessoirement ça vous permettra aussi de ne pas cramer votre VTX. Alors la CL Racing, la F7 elle est tellement bien faite aussi que vous avez un pit mode, je vous en avais parlé donc au début de la vidéo, ça vous permet d'activer et de désactiver votre VTX avec un interrupteur sur votre radio. Donc c'est très bien, parce que si vous avez des ajustements à faire justement avec le port USB que vous avez branché sur Betaflight, vous n'avez pas besoin, enfin si vous branchez votre batterie, bah forcément votre VTX va se mettre en route sur un flight controller qui est standard. Ici ce sera pas le cas, il faudra vraiment agir sur un interrupteur pour que votre VTX se mette en route. Donc ça permet de ne pas le faire chauffer du coup, et puis de le conserver, et puis surtout d'éviter de le cramer. Donc c'est vraiment très bien. Donc là vous allez voir, je vais allumer la radio, et puis ça va se mettre un petit peu à bouger dans tous les sens, parce que on n'est pas dans la bonne configuration. Donc là il faut juste taper, alors ça c'est pour moi je pilote en mode 1. Donc moi de mon côté c'est TAER 1, 2, 3, 4. Alors ça dépendra du mode dans lequel vous pilotez. Donc là on va mettre TAER 1, 2, 3, 4, on va sauver et ça bouge plus. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que normalement tout devrait être bon. Donc pour ça on va vérifier donc à ce niveau là en faisant bouger nos manches que tout fonctionne correctement. Donc je vais commencer par le roll, c'est la première ligne. Donc je mets du roll à gauche, je mets du roll à droite, et donc ça fonctionne très bien. Donc vous voyez la limite basse c'est 1000, quand on est au milieu on est à 1500, et puis quand on est tout à droite on est à 2000. Alors là il y a 2001, c'est vraiment pas grand chose, mais il faut essayer de respecter donc 1000, 1500, 2000. Je vous invite d'ailleurs à aller voir donc mon tuto sur la Jumper T16
C'est un tuto que j'avais fait où je vous expliquais justement comment ajuster ces valeurs donc entre votre radio et Betaflight. On va continuer, on va vérifier au niveau du pitch. Donc on a 1000, 1500, 2000, c'est parfait. Au niveau du yaw, c'est tout bon. Et puis donc au niveau du throttle, c'est pareil, on est impeccable. Alors là, pour l'instant, on n'a pas donc le RSSI au niveau du Crossfire qui est affiché. On va voir ça après. Il me semble qu'il y a une petite manip à faire. C'est peut-être ici. On va essayer de le mettre comme ça, donc sur aux 12. On va sauvegarder. Alors pour l'instant, j'ai rien. Donc on verra ça après. Je vais m'en rappeler. Je vais vous dire comment afficher donc le RSSI donc de votre Crossfire donc directement dans vos lunettes. C'est quand même important. Encore une fois, c'est un quad de race, c'est pas super vital. Si vous faites du long range, ça l'est plus. Mais bon, on va regarder ça un petit peu après. Alors ensuite, le stick low threshold. Alors ça, c'est pour votre manette de gaz. Donc si vous avez des gimbals à effet Hall, ils sont un petit peu plus précis. Donc vous pouvez baisser cette valeur, ça vous donnera donc plus de résolution au niveau de votre manette de gaz. Donc ici, on va le mettre sur 1010. Au niveau du centre, on va rester sur 1500. Et puis au niveau donc de la position haute, on va mettre 1990. Le RC deadband, en fait, c'est si, comme moi, vous tremblez un peu parfois en pilotant, en fait, vos petits tremblements, ils vont être, surtout si vos sticks sont précis, ils vont être ressentis au niveau donc de la radio, et puis au niveau du drone, ça va se voir. Donc vous pouvez augmenter un petit peu cette valeur. Alors aussi, quelquefois, on a des sticks qui sont pas très précis justement, et puis ça se met à osciller au niveau de ces valeurs-là. Donc vous pouvez augmenter cette valeur jusqu'au moment où ça n'oscillera pas. Alors on peut s'en servir dans les deux sens. Donc comme je vous ai dit, quand ces valeurs oscillent, et puis si vous avez des petits tremblements, alors je crois que vous pouvez aussi régler au niveau des PIDs justement ces petites choses-là. Si vous mettez de l'expo par exemple, ça réagira moins au centre qu'aux extrémités. Mais bon, là on va mettre, moi je mets toujours 3 à peu près au niveau du RC deadband et puis au niveau du yaw pour avoir quelque chose qui me convient bien en tout cas. Et puis une fois qu'on a regardé tout ça, on est tout bon, on n'a plus qu'à sauvegarder et puis c'est réglé. Alors pour le RSSI, je suis allé voir un petit peu sur internet. En fait, avec les nouvelles versions de Betaflight, vous n'avez plus besoin d'assigner un canal. Donc le canal, par exemple, on a assigné le canal 8 sur le Crossfire et on le mettait en LQ, donc ce qui veut dire Link Quality. Là, en fait, avec la nouvelle version de Betaflight, vous n'avez plus du tout à faire ça. Betaflight sait où aller chercher l'info et si vous la demandez dans l'OSD, il va vous l'afficher sans problème. Donc ça fait une chose de moins à faire, c'est moins compliqué. Donc c'est quand même relativement pratique encore une fois. Alors le prochain onglet qu'on va afficher, c'est l'onglet mode. C'est ici qu'on va donc régler et activer tous les modes, comme l'armement, le turtle et j'en passe. Donc il y en a énormément, donc on va faire ça ensemble. Donc la radio est toujours branchée. Donc là pour l'armement, alors moi j'ai des interrupteurs, c'est pareil, je vous avais fait un tuto où je vous avais montré à peu près où je mettais tous les interrupteurs sur ma radio. Donc le arm, on va faire add range, on le laisse sur auto et là en gros vous n'avez juste qu'à toucher votre arm switch et puis il va s'activer. Donc moi quand c'est armé c'est dans ce sens là, donc vous voyez la petite pastille jaune qui est de ce côté là. Donc on ramène ce côté et là en fait on est en position armée et ici on est en position désarmée. Alors on va décocher cette case. L'angle mode on va pas l'utiliser, c'est un mode un petit peu réservé aux débutants. L'horizon c'est pareil, le head free, le fail safe, head adjustment, le beeper on n'en a pas besoin, l'OSD on n'en a pas besoin, la black box c'est pareil, il y en a énormément, black box erase, caméra control. Le flip over after crash, donc ça c'est notre turtle mode. Donc pour rappel, ça vous permet de retourner le drone si vous n'êtes pas dans les herbes trop hautes.
Alors ça, c'est mon petit chrono qui s'est mis en route. Donc, si vous n'êtes pas dans les herbes vraiment hautes, ça vous permet de retourner en fait le drone. Si vous tombez à l'envers malencontreusement, en général on tombe toujours à l'envers, vous n'avez pas besoin d'aller le rechercher. En fait, vous activez Switch, vous mettez un petit coup de manche et puis le drone va se remettre correctement à plat pour que vous puissiez redécoller. Donc en course, c'est important aussi pour pas avoir à marcher sur le terrain tout le temps. Donc on va faire Add Range, on le laisse sur auto aussi et puis on va l'activer. Donc là, moi je l'active de ce côté-là. Donc là, il est en position activée. Et je vais mettre le range jusque là, comme ceci. Donc là, il est désactivé. Ensuite, le préarme. Donc le préarme, c'est un double armement en fait. Donc je vous ai déjà expliqué aussi, c'est quelque chose qui vous permet de ne pas armer accidentellement votre drone. C'est un deuxième interrupteur, donc c'est vraiment une sécurité. Je vous conseille de l'activer, c'est vraiment important. En termes de sécurité, c'est quand même un gain qui est pas négligeable et puis ça vous permettra aussi d'économiser vos doigts. J'ai pas envie que vous passiez vos doigts dans les hélices, donc c'est vraiment mieux de l'activer. Alors encore une fois, on fait Add Range, on le laisse sur auto et puis c'est un interrupteur momentané donc qui est sur la droite sur ma radio. Donc c'est l'aux 3. Donc là, je vais le mettre de ce côté-là. Et quand le préarme est activé, voilà, ça donne ça. Donc le VTX Pit Mode, on en a parlé tout à l'heure. Alors on va activer ce mode et moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer sur mon arm switch. Comme ça mon VTX il va s'activer en même temps que j'arme mon drone. Donc ça permettra vraiment d'économiser. Et comme j'ai un double armement, si j'active donc le arm switch principal, le VTX va se mettre en route, mais le drone ne va pas s'armer. Donc en fait, il n'y a aucun souci. On peut faire comme ça aussi. Donc on va faire Add Range, on le laisse sur auto, et puis on met l'aux 1. Donc moi, quand mon drone est armé, c'est dans ce sens-là. Et puis je le mets dans la même position. Et puis ensuite, on a donc d'autres fonctions. Alors comme le Launch Control, ça peut être intéressant. Il faudra que je l'essaye parce que c'est pareil, en course le Launch Control c'est quand même quelque chose qui peut être pas mal, qui peut faire gagner de précieuses secondes au démarrage en tout cas. Mais on verra ça un petit peu plus tard, je vous ferai peut-être un tuto là-dessus une fois que j'aurai expérimenté la chose. Donc une fois que vous avez configuré donc tous vos switches, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Save. N'oubliez pas de le faire parce que sinon forcément ça ne va pas marcher. Donc là, à chaque fois, vous voyez, vous pouvez vérifier que tout est bien comme il faut et il vous dit que l'armement est désactivé là, puisque le drone est branché. Donc forcément, ça va pas fonctionner s'il est branché sur Betaflight. C'est une sécurité justement pour éviter de l'armer si vous avez une batterie, que les moteurs se mettent à tourner. Donc voilà, et encore une remarque, enlevez toujours vos hélices quand vous intervenez sur Betaflight avec une batterie branchée. Surtout en intérieur, c'est pareil, ça permet d'éviter de se prendre son drone dans la figure. Les hélices de 5 pouces, c'est très dangereux, ça coupe, ça peut faire très mal. Donc s'il vous plaît, par pitié, enlevez vos hélices quand vous faites vos réglages. Alors une fois que c'est fait, donc comme je vous ai dit, on appuie sur Save et puis on passe à la page suivante. Alors on va maintenant passer sur la page moteur. Alors sur cette page on va vérifier deux choses. La première chose c'est que nos moteurs tournent dans le bon sens. Et la deuxième chose c'est qu'on va vérifier que le D-Shot, le Bidirectional D-Shot fonctionne correctement aussi, puisque c'est ça qui va alimenter notre RPM filter, donc qu'on a activé tout à l'heure dans l'onglet configuration. Donc pour ça vous avez une petite indication ici qui indique 0% et il faut que quand vous fassiez tourner les moteurs, cette indication reste à 0%. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur et que tout fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire, c'est brancher la batterie. Alors toujours hélice retirée, je préfère le préciser. Voilà, maintenant que la batterie est connectée, on va dire que l'on comprend les risques, que les hélices sont retirées et qu'on va faire tourner les moteurs. Donc on va mettre
le master en route. Donc là, je fais monter le régime tout doucement. Et vous voyez, chez 0% d'erreur, il n'y a vraiment pas de souci. Donc maintenant, on va vérifier que un par un, les moteurs donc, tournent dans le bon sens. Alors là, vous suivez le petit plan qui est ici. Donc on va aussi vérifier que les moteurs sont correctement assignés, donc que le moteur 1 correspond bien au moteur 1. Si ce n'est pas le cas, il y a une petite manip à faire que je vous montrerai si les moteurs sont mal configurés. Sinon, je pourrais vous faire un autre tuto. N'hésitez pas à me demander. C'est assez simple pour réassigner en fait les moteurs au bon endroit, si vous avez ce problème en tout cas. Donc là, on va démarrer le moteur 1. Donc c'est le bon moteur déjà qui tourne, mais par contre, il tourne dans le mauvais sens. Donc le 1 tourne dans le mauvais sens. Donc je vais le noter. Le numéro 2, donc c'est celui qui est en haut à droite. Alors lui tourne dans le bon sens, donc c'est OK. Le moteur 3, il tourne dans le mauvais sens. Donc on a le moteur 3 à mettre dans l'autre sens. Et puis le moteur 4, donc il est en haut à gauche. Et bien lui, il tourne parfaitement dans le bon sens. Donc en gros, on a le 1 et le 3 à retourner. Alors comment est-ce qu'on fait pour inverser le sens des moteurs? Vous allez vous déconnecter et puis on va retourner donc sur BLLI, donc sur notre configurateur BLLI. Donc je vais le mettre en route. Je vous l'amène ici. Et puis, donc une fois que vous êtes déconnecté de Betaflight, vous vous reconnectez sur BLLI. Vous faites Connect, vous faites Read Setup. Et là, il va aller chercher vos 4 SC. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait retourner le 1 et le 3. Donc on va aller sur le 1, on va faire un clic droit. Et puis vous avez donc la direction du moteur qui se trouve ici. Vous faites juste Reversed et vous n'oubliez pas de faire Right Setup. Voilà, donc là, le moteur numéro 1 est en sens inverse maintenant. Enfin, on a changé le sens de rotation pour l'adapter à notre drone. Et maintenant, on a le numéro 3 à faire. Donc c'est pareil, vous faites un clic droit sur le numéro 3. Vous faites Motor Direction Reversed. Et puis, vous faites Right Setup. Vous faites OK. Ensuite, vous pouvez donc quitter BLLI. Voilà, il va rebooter. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est pas forcément super synchro quand on reboot. On va se reconnecter donc maintenant à Betaflight et puis on va aller vérifier donc que les moteurs tournent dans le bon sens. Donc je refais la même manip. Le 1, je vérifie maintenant qu'il tourne dans le bon sens. Le 2, ça devrait pas avoir changé, c'est toujours bon. Le 3, c'est parfait, ça tourne dans le bon sens maintenant. Et puis le 4, il tourne aussi dans le bon sens. On va refaire tourner tous les moteurs en même temps pour vérifier qu'on n'a toujours pas d'erreur. Donc là, vous voyez, c'est parfait, ça tourne parfaitement bien. Donc on peut débrancher la batterie et puis on va passer donc au prochain onglet. Alors maintenant qu'on en a fini avec les moteurs, là vous voyez j'ai 100% d'erreur, mais c'est parce que j'ai débranché la batterie. Quand vous la rebranchez, vous allez revenir à 0% d'erreur, si tout va bien bien sûr. Vous allez pouvoir passer à l'OSD. Alors l'OSD, je vais vous laisser mettre les infos que vous souhaitez à ce niveau-là. Moi en général, je vais mettre ma tension batterie, je vais mettre les milliampères qui sont consommés par la batterie. Alors il faut que ce soit bien ajusté aussi, bien paramétré. Donc ça, pour ça, il faut faire plusieurs vols. Je pense que je ferai un tuto là-dessus parce que c'est important de bien le paramétrer pour la vie de vos batteries. C'est quand même pas mal. Ensuite, je mets la tension batterie, l'ampérage, donc instantané. C'est intéressant à voir aussi pour savoir combien on a d'ampères en pic. Ensuite, je mets pas beaucoup d'autres choses. Je mets en général mon RSSI, donc c'est la force du signal radio. Et puis voilà, ça se limite à peu près à ce niveau-là.
Donc voilà, je vous ai placé à peu près toutes les infos que je mets ici. Et puis ensuite, ce que je fais en général, c'est que je change la police de caractère pour avoir quelque chose qui me correspond un petit peu plus. Donc pour ça, alors la première chose, une fois que vous avez défini un petit peu tout votre OSD, vous n'oubliez pas d'appuyer sur Save et ensuite vous allez sur Font Manager. Alors ici, vous pouvez customiser l'image, l'écran d'accueil quand vous allumez vos lunettes. Bon, ça peut être sympa, moi je le fais pas forcément. Et par contre, ce que je fais, c'est que je mets donc les caractères en vision. Moi ça me permet, voilà, c'est quelque chose que je préfère. Donc du coup, une fois que c'est fait, une fois que vous avez sélectionné vision, vous faites Upload Font et puis il va les envoyer sur votre Flight Controller, il va redémarrer et puis ensuite vous allez pouvoir revenir à l'écran d'accueil. Donc au niveau de l'OSD, on en a fini. On va passer au prochain onglet, donc c'est l'onglet vidéo transmetteur. Alors c'est un nouvel onglet qui est apparu depuis la version 10.6.0 du configurateur et puis de la version 4.0 de Betaflight. Alors dans cet onglet pour l'instant vous voyez tout est vide, on peut rien sélectionner, on peut rien faire, mais ça vous permet ensuite une fois que c'est mis à jour de sélectionner la fréquence que vous souhaitez et puis le niveau de puissance que vous souhaitez donner à votre VTX depuis votre radio ou depuis Betaflight. Donc pour ça, il va falloir aller sur le GitHub de Betaflight, donc vous tapez GitHub Betaflight VTX Tables. Ensuite, il faut que vous connaissiez donc la version du TBS Smart Audio ou d'IRC30 puisque ce sont deux protocoles différents. Alors chez TBS, c'est le Smart Audio et puis on a de la chance parce que quand on va chercher sur la page de GitHub, je vous montre ça, on a directement donc la VTX Table qui est disponible donc pour le TBS Unify Pro, le 5,8 HV Race 2, donc c'est celui qu'on a installé sur notre P5. Donc en gros, on a juste à faire un copier et un coller dans le CLI. Alors là, on va aller dans le CLI, on va faire coller, on appuie sur entrée et puis normalement, ça devrait être fait. Il suffit de faire save. Il va rebooter une fois de plus. À chaque fois qu'on fait save dans le CLI, il reboot. Et si on va sur vidéo transmetteur, maintenant, on a tout qui est dispo. Donc là, on va pouvoir sélectionner entrer la fréquence directement. Ici. Sinon, au niveau des bandes, alors pour l'instant, on n'a pas de bande, donc on a un autre problème. Alors c'est juste qu'on a mis à jour donc nos fréquences, nos puissances d'émission, mais pour l'instant les fréquences ne sont pas à jour. Alors je suis en train de chercher, donc c'est voilà, c'est ici. Alors je vous laisse regarder ça. Attendez, je vais réduire la fenêtre, voilà. Donc c'est ici, on est sur du Smart Audio 2.1, alors ça on peut le vérifier aussi. Donc là je suis sur le site de DFR, mais vous pouvez aller voir directement chez TBS. Donc vous voyez les spécifications TBS Smart Audio 2.1. Donc là, en gros, j'ai pas réduit la bonne fenêtre. Voilà, je vais revenir donc sur le wiki de Betaflight et à ce niveau-là, il faut que je sélectionne tout ce menu-là, donc sauf pour les power level. Là, on va juste mettre donc tout ce qui est au niveau des fréquences. Donc c'est pareil, on retourne dans le CLI, on fait coller, on appuie sur entrée, on refait save. Et si tout va bien, on devrait avoir les fréquences disponibles donc directement au niveau du vidéo transmetteur, ce qui est le cas. Donc là, vous voyez, on peut mettre toutes les bandes qui nous seront disponibles. Alors si vous faites de la race, peut-être qu'il vaut mieux décocher toutes celles-ci. Ensuite, on a les puissances qui sont dispo. Donc c'est quand même pas mal du tout. Alors, je pense pas finalement si... Non, on peut pas le faire. Si, on peut le faire. Donc on peut rentrer directement la race band. Alors moi, je suis tout le temps en R8. Et puis au niveau de la puissance, comme c'est un drone de course et puis comme on est en France surtout, on est limité à 25 mW. Donc là,
on fait save. Et puis il nous enregistre. Alors on peut changer de page et revenir pour voir s'il a mémorisé donc comme il faut donc notre fréquence et puis la puissance d'émission. Donc c'est le cas, là on n'a pas de souci. Et puis la dernière chose qu'on va faire, c'est activer donc le pit mode sur notre flight controller. Donc pour ça, il va falloir taper des lignes de commande, il va falloir l'activer. Donc c'est assez facile aussi, il faut aller chercher les infos. Donc là, il vous suffit d'aller dans Download sur le site de CL Racing. Et puis nous, on utilise donc la CL Racing, la F7, donc c'est celle-ci. On télécharge donc le mode d'emploi. Et puis sur la fin, vous allez voir, ils vont vous parler donc de ce fameux pit mode. Donc qu'on avait soudé au début, si vous vous rappelez bien. Et il faut recopier donc ces deux lignes-là. Alors, ressources PINIO1 à 14. Donc on va faire copier. Et puis on va le coller. Voilà, donc il nous dit ressources 7 to A14. Donc là c'est un petit peu du chinois pour moi, mais en tout cas je sais qu'il faut activer cette fonction, c'est indispensable. Et puis ensuite, set PINIO box avec une série de chiffres. Donc c'est la même chose, on fait copier, on fait coller, on appuie sur entrée. Donc là il nous dit qu'il l'a bien fait. Et la dernière chose à faire, c'est d'appuyer sur save. Il va rebooter et normalement donc notre pit mode pour le VTX est en fonctionnement. Donc voilà, cette dernière partie de tuto dédiée au montage du P5 de chez Clover Frames est terminée. Donc aujourd'hui on aura vu comment installer Betaflight et puis BLLI 32 dans leur dernière version et puis les associer au niveau du RPM filter. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même beaucoup plus simple maintenant au niveau du RPM filter parce qu'avant il y avait énormément de choses à faire et puis c'était pas super évident. Alors moi j'avais même pas essayé à l'époque et j'avais pas trop envie de raconter des bêtises et de proposer un tuto qui marchait pas. Il y a d'autres personnes très compétentes qui s'en sont occupées. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez appris plein de choses au travers du tuto, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre des likes et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis dernière chose, si vous souhaitez continuer à soutenir la chaîne, vous pouvez m'aider au travers de Banggood. Alors ce que je vais faire, c'est que dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un petit lien donc sur une pièce, un drone de FPV. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter cette pièce ou ce drone de FPV, mais ce lien en fait, à partir du moment où vous cliquez sur ce lien, vous serez affilié au niveau des achats à mon compte. Et du coup, suivant ce que vous achetez, ça m'apportera une petite commission. Donc ça aidera encore la chaîne à progresser et puis à vous proposer du contenu de meilleure qualité. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!